Parlons de cette expérience-là. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a changé entre tes premiers pas, l'industrie, hein? Qu'est-ce qui a changé entre tes premiers pas et actuellement? Quelle est la différence? Non, les choses ont changé parce que les supports ont changé. Moi, j'ai commencé mon projet de Radio Africa, c'était la radio. Le streaming n'existait pas. Moi, j'ai passé au FEMIA, j'ai passé tout le conseil de FEMIA sur ma radio web. J'avais plus de 2 millions d'auditeurs une nuit. Oui, parce qu'en ce moment, les gens écoutaient encore la radio. Les gens n'étaient pas encore concentrés sur... Il n'y avait pas TikTok. Ouais. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Donc les gens étaient concentrés évidemment ce soir sur Radio Africa. Vous allez écouter le concert de Papa Wemba ou encore de... Mais tout le monde, les gens qui sont à Bamako, la diaspora, mais ils ont une plateforme qui leur permettait d'écouter de la musique live, en direct. Donc, j'avais créé... En fait, c'est pourquoi quelqu'un me disait que non, je ne suis pas pionnier des web radios, mais j'ai fait partie des web radios qui ont révolutionné ce secteur-là. Femia, Massa. Moi, j'ai passé les concerts en direct. En direct. C'est-à-dire que tu as ton téléphone, j'avais même une application, tu venais, tu écoutais tout le Femia en direct. Les interviews, le Massa, j'écoutais tout en direct. Je partais à Ségou en direct. J'étais dans un festival là-bas au Congo en direct. Je passais tout en direct. Et ça, c'était nouveau. C'était nouveau. Et donc, quand j'avais fait ça, et puis j'ai fait la promotion de l'Afrique, de la musique africaine. Parce que sur Radio Africa, quand il n'y avait pas les podcasts ou les émissions, c'était uniquement la musique. La musique africaine. De Durban à Tanger au Maroc, de la Mauritanie à Nouadhibou jusqu'au Zanzibar, au Swaziland, Tanzanie. C'était uniquement la musique africaine. Et les îles. Seychelles, Mayotte. Parce que j'ai dit chaque fois qu'en Afrique, malencontreusement, on est si proche, en même temps on est si loin. Voilà qu'on est un animateur camerounais. Tu lui dis, est-ce que tu connais la musique tarat? Même te dit, mais la musique tarat, c'est une musique qui est faite par... c'est la musique tanzanienne. Ah oui? Oui, qui s'est mis un peu comme... c'est fait par des cantiques religieuses, mais c'est une danse typique sociétale du Zanzibar, qu'on appelle la musique tarat. Ben, malencontreusement, on est sur le même continent. C'est ça, non? Tarat, c'est Afrique, non? Oui. Mais par contre, si tu dis Rihanna, le gars connaît tout. Hein. Mais après, ça dépend de comment la communication est faite. Qu'est-ce que tu appelles communication? Qu'est-ce qu'on nous fait parvenir en termes d'information? Oui, oui, d'accord. Mais ça c'est ce qu'on te fait parvenir. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour te connaître? Tu te menaces même. En tant qu'animateur, par exemple, culturel, en général, ils vont se contenter s'ils font des recherches là encore, ils vont se contenter de l'horizon local. Ils vont se contenter des artistes locaux qu'ils connaissent et les comparaisons qu'ils vont faire avec ces artistes, par exemple en Côte d'Ivoire, ils vont regarder, je sais pas, les voisins. Voilà, le pays voisin et se limiter alors à la région. Oui. Donc après. La question ce serait, mais pourquoi je vais aller écouter une chanson d'un pays, par exemple une chanson de quelqu'un qui est en Zanzibar alors que je ne comprends même pas les sonorités, c'est pas les sonorités de mon audience actuelle. Donc peut-être que oui, tu me regardes. Donc toi tu penses que non, quand on écoutait Bob Marley, nous et puis nous on pleurait là, on comprenait l'anglais. La musique c'est des émotions, je suis désolé. La musique c'est des émotions. La musique c'est des émotions. Moi je dis, une musique c'est quand des musiciens prennent leur sensibilité, ils mettent dans un instrument et ils le déposent sur une œuvre qui est l'alchimie entre tous ces instruments et une voix. C'est ça qu'est la musique. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, je dirais à qui veut l'entendre, la musique dans sa forme normale et sa forme durable et intemporelle, c'est celle-là qu'on appelle la musique. J'adore les machines, je ne suis pas contre, mais la musique intemporelle, c'est quand l'humain est l'artisan de l'œuvre musicale. Je le dis encore, qui veut l'entendre. Quand le musicien est l'acteur principal avec ses émotions, il le passe à travers sa guitare, son saxo, son trombone, ou encore la batterie, son tumba, ou encore que ce soit, même le choriste. Une musique, une chanson, c'est ça pour moi, c'est ça, une œuvre intemporelle, c'est ça. Chaque période a son temps. Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, bon, malheureusement, il n'y a même plus de musiciens. Il n'y en a pratiquement plus. Ah, la musique aujourd'hui, elle est faite par la machine. La machine ne donne pas d'émotion. La machine ne donne pas. C'est pourquoi les chansons aujourd'hui, comme je les appelle, c'est des chansons aspirine effervescent. Quand tu mets aspirine effervescent. Aspirine effervescent. Quand tu mets dans l'eau, ça fait un petit chiot là. Le petit grand bruit qui effrite tes oreilles et puis à un moment donné, il disparaît dans l'eau. Et puis à un moment donné, tu ne sais plus entre l'eau et l'objet que tu as jeté dans l'eau, tu ne sais même plus qui est qui. Donc voilà. Je respecte chaque génération à sa musique. Moi j'ai dit, la meilleure musique pour moi, c'est celle-là qui est faite par l'humain.
avec des composantes, section cuivre, rythmique, vocal. Un point barre. Ok. J'étais prêté. Oui. Ok. D'après toi, qu'est-ce qui devrait être amélioré dans notre contexte local? Hein, non, mais tu sais que les choses ont changé. Tu sais, on ne peut plus rattraper. C'est pas possible. Tu sais, dans le temps, les gens étaient passionnés. Tu vas voir, tu vois. Et puis, les gens faisaient de la musique de façon naturelle. Est-ce que tu vois? Et puis, même, regarde, par exemple, moi, je viens du comportement griotique. Les griots, Kouyaté, Diabaté, Soumano. C'est des griots. C'est des gens. Leur caste leur permettait d'être griot depuis la naissance. On disait même que non, il y a un adage qui dit qu'on ne devient pas griot, on est griot. Même au stade embryonnaire, déjà, les gens, ils avaient déjà des poules de musique encore dans le ventre de leurs parents. Au fait, c'était pour dire que c'était un processus sociétal. Les gens naissaient dans une caste et le gars, la société leur formait comme ça. Mais aujourd'hui, même les grands griots, il n'y en a plus. Les griots, maintenant, ils vont à l'école, hein. Ils sont étudiants, ils sont doctorats. Donc même là, cette construction naturelle de nos écosystèmes, des us et coutumes à travers nos sociétés, elle est en train de disparaître. Ça disparaît à cause de la modernité. Tu vas aller voir une famille Diabaté aujourd'hui, le premier fils qui devrait être le plus grand griot, le représentant griotique, qui est l'incarnation de la suite logique de la famille griot, parce que c'est une lignée, il est médecin. Il est médecin. Ou sa soeur, la femme, elle est sage-femme. Oui, mais les trucs ont changé. Les temps changent. Les temps changent. Donc, ce qui fait que cette transmission qui se faisait de père en fils, de génération en génération, on est en train de le perdre. Et en perdant ça, on perd aussi ces grandes voix qui perpétuent nos grandes histoires à travers ces chansons intemporelles et ces chansons intergénérationnelles. Tu connais bien le Mali. On te parlait de Kanya Kouyaté, avant les Fantas d'Amba numéro 1. Mais est-ce que dans 20-40 ans, on aura encore ces belles voix? Puisque la transmission a pris un coup. Et là, c'est aussi mon combat aujourd'hui. Quand j'ai dit, j'ai fait un atelier avec les jeunes animateurs, je parle de patrimoine, certes, mais je parle de transmission. Comment transmettre tout ce grand contenu, cette belle richesse, et tout ce vécu-là à des jeunes pour perpétuer plus tard. Attends, nous, on n'est pas éternel là. Dans quelques années, on est parti. Mais comment donner la latitude à ces jeunes-là pour que les gars ils s'en approprient ce gros travail qui a été fait? Tout à l'heure, j'ai fait écouter une chanson de Balais et Baladin, Paulette, une chanson des années 70, qui a été samplée par un jeune américain en 2006 qu'on appelle J. Cole. Il a repris une chanson des années 74. Mais en Guinée, lui, il n'était même pas né. Et puis encore, c'est même pas son pays. T'imagines un Américain noir qui fait un village à 450 degrés, qui va sampler une chanson des années 70. Ça pour dire tout simplement qu'il y a un patrimoine je parle du côté artistique, il y a un patrimoine que les jeunes, les vieux là ont fait. Les jeunes peuvent les puiser là-dedans. On dit que la chanson est dans le bien public. La chanson devient bien publique. Parce qu'une chanson, quand tu as le droit de prendre, il n'y a pas de droit d'auteur. Tu peux faire ce que tu veux avec. Il y a des chansons aujourd'hui, mandingues, depuis 1430, le temps de Sundiata Keita, qui sont aujourd'hui devenus des patrimoines de droit public. Et jusqu'à aujourd'hui, les griots continuent à le magnifier. Les chansons de Sundiata, les chansons sur les guerriers Touramankan, les chansons sur les Keita, les Touré, Massani Sissé, c'est des chansons qui sont depuis 1400. Ou on te dit Mali Sadio, qui a été repris 450 000 fois par plusieurs générations. Donc, pour dire tout simplement que on est dans l'optique de transmettre. Moi, je reviens encore sur la transmission. Pour moi, tous ces argumentaires-là, c'est la transmission.